Alors, on va commencer. Donc, merci à tous de nous rejoindre pour cette deuxième conférence de presse. On en a fait une l'année dernière à peu près au même moment et nous sommes donc maintenant à un an de l'annonce par le président de la République de la vaccination dans les collèges pour les élèves de 5e et on souhaitait faire un point après cette année et ces mesures qui ont été prises, ces mesures fortes, que évidemment nous saluons et puis vous continuez à proposer, un certain nombre de mesures et faire des rappels d'informations pour, continuer à favoriser la vaccination pour atteindre le but présenté par l'OMS, c'est-à-dire 80% de garçons et filles vaccinés en 2030. Et vous le verrez, nous en sommes encore loin en France. Alors, le collectif, cette conférence de presse est organisée par ce collectif qui a été créé en janvier 2023, donc ça fait un an, qui regroupe 10 associations qui sont particulièrement agissantes dans le domaine de la prévention contre le papillomavirus. Et certaines d'entre elles sont autour de cet écran aujourd'hui. Il y a Action Traitement, Acuma, dont vous aurez le témoignage de Laurence, la présidente, Cléaline, Corasso, Courir pour elle, le CRIPS Île-de-France, Nicolas Vermeer Challenge, No Tabou, Vaincre la PPR, c'est la papillomatose respiratoire récurrente, puisqu'il n'y a pas que les cancers qui sont entraînés par le HPV, mais aussi d'autres pathologies. Et puis Imagine. Donc, petit rappel, on coupe les micros quand on n'est pas en train de parler pour éviter les bruits intempestifs. Et puis, on va faire toutes les questions et réponses à la fin. Donc, je vous invite à garder vos questions et réponses que l'on prendra à la fin de cette conférence de presse. Donc, le programme. Alors, le programme qui devrait arriver là très très prochainement. Le voilà. Donc le programme. D'abord, on a le docteur François Vier-Lesage qui est pédiatre et membre de l'Association française de pédiatrie ambulatoire en recherche clinique, partie recherche clinique, qui va intervenir pour parler de la place de la vaccination et pourquoi la vaccination est cruciale dès l'âge de 11 ans. Ensuite, on aura Julia Charbonnier, qui est la directrice d'Action Traitement, et Jean-Baptiste Lusignan, qui est le responsable du pôle jeunes et public prioritaire au CRIPS Île-de-France, qui interviendront justement par rapport à cette vaccination au collège et cette avancée majeure et quelles sont nos recommandations pour que les chiffres actuels, qui sont, on le reconnaît, assez décevants, euh, euh, correspondent aux attentes. Et puis, le docteur Gwenaël Ferron, qui est chirurgien oncologue à l'Oncopole de Toulouse et vice-président de la Société francophone de chirurgie oncologique, qui reviendra avec nous sur l'intérêt scientifique et l'efficacité de la vaccination chez les 20-26 ans et le rattrapage pour tous, et puis l'impact que peut avoir cette prévention avec la vaccination sur les conséquences du papillomavirus. Mais tout d'abord, nous allons commencer par des témoignages parce que si on est là pour faire reculer la maladie et pour que les témoignages que vous allez entendre n'aient plus lieu d'être, pour que les générations futures ne connaissent pas les conséquences du papillomavirus et vous le verrez, ils sont divers et comme diraient les patientes d'Imagine, particulièrement invalidants. Donc, Laurence Rouloff, la présidente d'Acuma, et Laure Roule, la présidente de Notabou, vont faire part de leur expérience dans deux domaines différents, puisqu'elles sont impactées de façon différente. Je vous laisse avec elles. Je n'ai Alors, pas le moi, son, j'ai moi. pas le son, hein. Moi non Voilà. plus. On va peut-être arrêter et relancer parce que nous n'avons pas le son.
Petits problèmes techniques, toujours inhérents à ce genre C'est Laurence, d'activité. 3 ans, j'habite au sud de Toulouse. Je suis porteuse du papillomavirus sur la sphère ORL depuis l'âge de 5 ans, transmis à ma naissance par ma maman. Et je l'ai aussi développé en 2015 au col de l'utérus. Bonjour, Laure, je suis patiente touchée par un cancer HPV du canal anal. J'ai été touchée à 47 ans alors que je n'avais aucun antécédent médical, hein, et une hygiène de vie saine. J'ai quasiment pas eu de signes avant-coureurs, hein, quelques difficultés à aller aux toilettes, mais rien d'insurmontable, hein. Une légère sensation de gêne, hein. Et en fait, un premier médecin a parlé de banales hémorroïdes, hein. Ne voyant pas d'amélioration au traitement qu'il m'avait donné, j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien du tube digestif. Et c'est là que le premier diagnostic a été fait, et il a été complété par la suite avec une coloscopie qui a révélé une tumeur maligne de 5 centimètres liée au HPV-16. Alors en fait, moi, à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à perdre la voix comme une angine, une laryngite. Donc ma mère, à l'époque, m'a amenée chez le médecin traitant, qui au bout de 15 jours, 3 semaines de traitement, mais rien ne passait. Je perdais de plus en plus la voix et de plus en plus le souffle. Et donc je suis partie sous anesthésie générale. Et c'est là où le diagnostic est tombé. Il y avait comme des virus sur les cordes vocales qu'il a fallu faire analyser. Et la biopsie a décelé une lésion HPV 6 et 11. Et en 2015, un an après l'accouchement de ma fille, quand mon contrôle annuel de frottis, on m'a décelé le HPV au col de l'utérus. Donc j'ai dû suivre une conisation pour éviter un cancer. Donc, j'ai eu un protocole qui est assez classique, hein, qui a été basé sur de la chimiothérapie avec 3 composants. Mes 2 dernières cures ont été couplées avec de la radiothérapie. Donc, au total, j'ai eu 35 séances de rayons sur la zone allant de la symphyse pubienne au sacrum. Personnellement, moi, ce que j'appréhendais le plus, c'était le risque qui était un risque de lésion qui pouvait engendrer un port d'une stomie. Donc il a été pris de suite en charge par les ORL. Et donc c'est un virus qu'on ne peut enlever que sous anesthésie générale au laser. Donc c'est une surveillance minimum tous les 3 mois. À 5 ans, j'avais une intervention tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. En 2015, on m'a découvert le HPV au col de l'utérus. Et donc, on m'a de suite programmé pour une conisation en urgence avec toutes les contraintes un petit peu à côté, en me disant que à ma prochaine grossesse, il me fallait prévenir parce que je risquais une fausse couche ou un prématuré. Donc, j'ai pas eu d'autres enfants de mon souhait puisque j'ai dit au moins comme ça, je risque rien. On peut se croire non concerné, mais quand ça vous tombe dessus, vous réalisez que vous auriez aimé avoir eu la chance de pouvoir vous faire vacciner. Les traitements sur un cancer déclaré restent des traitements qui sont lourds et qui laissent des séquelles. Et pourtant, les HPV sont des virus ultra fréquents, donc il y a des risques réels et sérieux, quel que soit notre genre et quelle que soit notre sexualité. Donc c'est vraiment ce message que je veux faire passer parce que moi, j'ai découvert l'ampleur du HPV à travers la maladie. Et depuis, c'est devenu un combat pour que les jeunes générations ne soient pas touchées. Alors, mon message, moi, s'adresse surtout aux parents des jeunes. Je leur dis aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir un vaccin qui protège votre enfant contre un cancer, quel qu'il soit. Donc là, si dans 10-20 ans, votre enfant développe le HPV au niveau ORL et qu'il vient vous voir en vous disant mais tu as eu la chance de me faire vacciner, tu ne l'as pas fait, pourquoi? Ma question aujourd'hui, c'est que lui répondriez-vous à ce moment-là? Au micro, Coralie. Coralie, le son. Merci Emmanuel. Merci à toutes les deux pour ces messages forts et qui montrent que tout le monde est concerné et le docteur François Vier-Lesage va vous donner un certain nombre d'informations sur l'HPV et aussi sur l'intérêt de la vaccination dès 11 ans. À vous.
Bonjour et merci d'être là parce que je pense que les médias et la communication est essentielle dans ce sujet-là. Je vais essayer de répondre aux principales questions basiques, mais on pourra discuter ensuite après. D'abord, est-ce que la vaccination HPV est nécessaire ou pas? Suivante. Eh ben, clairement, même si on a vu beaucoup sur les réseaux dire la France n'a rien à craindre d'HPV, évidemment, tous nos enfants ont une vie sexuelle correcte, etc. Il n'y a pas de souci, tout le monde est clean. C'est les autres qui ne sont pas. Eh ben non, quand on voit les données qui sont fournies par l'épidémiologie, on voit que c'est quasiment entre 6 000 et 5 000 cancers par an qui touchent les 2 tiers des cas les femmes, puisque c'est surtout le cancer du col qui était important. Mais on voit apparaître les cancers oraux, ORL, pardon, et les cancers anals, les cancers ORL étant en pleine progression en Amérique du Nord, aux États-Unis, ils sont devenus même plus fréquents que les cancers du col de l'utérus pour ce qui concerne les cancers HPV dépendants. Et donc, vous voyez qu'il y a toute une partie de cancer qui concerne le garçon, et puis en plus, le garçon est amené à contaminer la fille, et donc ça va dans les deux sens. Donc, il est important de vacciner les deux. Suivante. Donc, au total, finalement, on a plus de 30 000 lésions précancéreuses tous les ans en France, on est plutôt à 35 000, en sachant que pour les cancers ORL, il n'y a pas de lésions précancéreuses dépistables actuellement. Et donc, on dépiste les diagnostics quand c'est fait. Il y a plus de 6 000 nouveaux cas de cancer tous les ans, dont 3 000 du col, et plus de 1 000 dossiers en tout, ça doit être plutôt dans les 1 500 suivantes. Donc ensuite, question suivante, est-ce que le vaccin est efficace? Suivante. Alors, c'est une histoire assez particulière et très passionnante, puisqu'elle a donné lieu à un prix Nobel en 2008. C'est que de l'infection au cancer, il se passe entre 10 et 30 ans. Il y a à peu près 80% de la population qui va être contaminée par le HPV dans sa vie, surtout entre 15 et 25 ans. 80% effectivement vont guérir, mais sur ce qui reste, les 20%, il y a ceux qui vont passer à la chronicité qui risqueront de faire des cancers. Donc, pour l'efficacité des vaccins, au début, on a dû se contenter de l'efficacité sur les verrues génitales, qui est apparu très rapidement, puis sur les lésions précancéreuses. Et ça n'est qu'en 2020 qu'on a eu la première étude montrant une efficacité réelle sur le cancer, en vie réelle, et pas simplement en immunogénicité, par exemple. Et dans cette étude de lait, mais il y en a eu bien d'autres, en particulier écossaises depuis, qui viennent de sortir, on voit que la courbe orange, c'est le nombre de cancers en fonction de l'âge chez les non-vaccinés. La courbe pointillée bleue, c'est ceux qui ont été vaccinés après 17 ans. Et on a une efficacité qui est quand même de au moins 55%. Et on a des chiffres meilleurs dans d'autres études. Et le pointillé en bas, c'est ceux qui ont été vaccinés avant 17 ans. Et là, on parle évidemment des filles et des cancers du col, puisqu'on n'a pas les données encore suffisantes chez les garçons. Et vous voyez que là, on est à plus de 88% d'efficacité quand on était vacciné avant l'âge de 17 ans. Le message, c'est clair, il faut vacciner très tôt, mais ensuite, après, ça garde un intérêt tout à fait net. Et l'autre élément suivant, c'est que quand on fait l'analyse du maintien des anticorps au long terme après la vaccination, on voit que 12 ans après, pratiquement le taux d'anticorps circulant n'a pas changé, ce qui laisse présager d'une efficacité à très long terme. Suivante. Alors, est-ce qu'elle est bien tolérée? Suivante, là, vous pouvez y aller, défiler, suivante. Les études sont très nombreuses depuis 2007, aussi bien en France que dans les pays anglo-saxons, aussi bien sur les maladies auto-immunes et neurodégénératives que sur les Guillain-Barré. Et je vous conseille la lecture du très bon document de la Société francophone de la sclérose en plaques, qui démontre tout l'intérêt et la nécessité de vacciner encore mieux que les autres des patients atteints de telles maladies. Suivante. Alors, où en est-on en France? Est-ce qu'on est bien vacciné? Malheureusement, non. Quand vous voyez ces histogrammes sur la couverture vaccinale des jeunes filles en France, d'après Santé publique France jusqu'à avril 2023, enfin jusqu'à 2022, vous voyez qu'on a pas mal démarré, mais après les polémiques qu'il y a eu en 2014, on a eu une vraie chute, et ensuite c'est remonté progressivement, ce qui fait que maintenant, suivante, on a pratiquement 50% des filles qui sont vaccinées avec une dose au moins, mais que chez les garçons, on n'est qu'à 12,8%, ce qui fait 30% des ados qui sont vaccinés. C'est-à-dire que moins d'un ado sur 3 a une dose de vaccination HPV. Pour vous comparer, en Australie, ils sont aux alentours de 90%, et dans beaucoup de pays, d'autres pays, en particulier scandinaves, on est dans ces taux-là. Suivante. Alors, il y a aussi un problème de dynamique, c'est-à-dire qu'en France, on est lent à s'y mettre. Et quand vous voyez qu'en France, la recommandation pour les garçons a été faite en 2021, au bout d'un an,
nous n'avions que 6% de garçons vaccinés. Dans le même temps, les Suédois qui avaient mis en place en 2020, dans l'année, ils sont montés à 85%, le Royaume-Uni est monté à 55%, etc. Donc, non seulement on est mal vacciné, mais on est lent à vacciner. Suivante. Alors, comment améliorer cette situation, effectivement? D'abord, en respectant le calendrier vaccinal. Le calendrier vaccinal est un document officiel qui existe. Il y a un rendez-vous vaccinal à 11 ans qui concerne le DTCP, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, où c'est la bonne occasion de vacciner pour la première dose d'HPV tout de suite et faire le rappel 6 mois plus tard, HPV2. Et la vaccination de l'adolescent qui va être dans ces périodes-là est un élément essentiel pour la commission technique de vaccination. Et nous prenons un rattrapage jusqu'au moins 26 ans, mais on va en reparler après. Suivante. Alors, 11 ans, pourquoi? Parce que c'est un rendez-vous vaccinal classique, avec une couverture vaccinale qui est assez bonne. Notion importante, c'est que c'est l'âge où l'immunité est la meilleure dans la vie. C'est pour ça que, par exemple, même pour l'hépatite B, on peut vacciner en 2 doses à 6 mois d'intervalle jusqu'à l'âge de 15 ans. Pour l'HPV, c'est pareil, on peut faire que 2 doses et c'est là où ça prend le mieux, quoi. Et on sait, comme je vous l'ai dit, que la durée de protection va être très longue, donc on n'a a priori pas besoin de faire des rappels ultérieurs. Et puis surtout, c'est un facteur psychologique. Il faut désexualiser cette vaccination. HPV, c'est la principale maladie sexuellement transmise, d'accord, mais le vaccin et l'HPV, c'est surtout un vaccin anti-cancer et ça intéresse tout le monde. La transmission se fait très facilement chez les femmes, les hommes, les adolescents et les jeunes adultes. Suivante. Alors, quelles actions collectives? Les études ont été faites, en particulier dans cette Cochrane. Cette Cochrane, elle les a reprises, mais dans des pays anglo-saxons. On voit que le seul bon niveau de preuve, c'est l'éducation à la santé, mais ce qu'il faut faire, qu'il faut démarrer dès maintenant, mais ça sera à long terme. Et tout le reste, chaque action collective isolée n'a pas un très bon niveau de preuve. C'est l'ensemble qui va permettre d'améliorer les choses, même si les actions combinées sont encore à un niveau de preuve basse. En France, en plus, on n'a pas la même culture que dans ces pays anglo-saxons-là, et donc il faut communiquer, il faut tout faire, mais obligation, incitation financière, vous voyez que ce n'est pas ça qui va régler le problème, c'est nous qui allons le régler. Suivante. Et donc, quand on voit d'ailleurs quels sont les freins en France, on voit que la principale, suivante, le principal, c'est la peur qu'ont les gens des effets indésirables, plus de 20% des cas. Mais aussi, dans 10% des cas, c'est le fait que le médecin n'a pas proposé le vaccin, voire, suivante, dans 6% des cas, il a même déconseillé carrément, voire contre-indiqué. Suivante. Donc, il faut élargir les circuits de vaccination, il faut former mieux les médecins. Donc, l'élargissement aux pharmaciens, aux infirmières, aux sages-femmes, c'est très bien parce que ça va permettre de multiplier les endroits où on va en parler, on va pouvoir le faire. Suivante. Et il faut savoir aussi, dans nos consultations, anticiper et communiquer. Il faut préparer cette vaccination de l'adolescent. Dès l'âge de 6 ans, où il y a un rendez-vous vaccinal qui comprend aussi le DT polio coqueluche, il faut déjà parler des vaccins qu'on aura à 11 ans et toutes les visites qu'on fera après chez l'adolescent. Il y a un vrai circuit qui se fait maintenant. Il faut l'inscrire sur le carnet de santé qu'il y a ce rendez-vous dès 11 ans. Suivante. Il faut parler aux parents. Alors, la recommandation directive, oui, c'est le calendrier vaccinal, c'est ça qu'il faut faire à vos enfants. Mais s'il y a hésitation, tenir compte de celle-ci et entamer un entretien motivationnel qui va permettre de les faire cheminer. Et pour l'adolescence suivante, il faut aussi essayer d'obtenir son autoconsentement, ne pas se contenter de l'accord des parents, lui poser des questions, l'écouter, ne pas lui asséner la science d'une manière abstraite, donner des images simples. On peut très bien parler d'immunité de vaccination dès 11-12 ans. Surtout ceux qui ont vu certaines émissions à la télé qui favorisent ça. Il faut l'impliquer, l'encourager à chercher lui-même, à prendre ses décisions et lui proposer des liens. Et vous savez que le problème de l'adolescence, ce sont les réseaux sociaux, les fake news qui circulent dessus. On a une vraie lutte à faire dessus, un enseignement à faire là-dessus. Voilà, suivante, et je pense que je vais terminer. Suivante. Voilà quelques ressources utiles, on vous en donnera d'autres, mais elles ne manquent pas et vous pourrez trouver toutes les informations là-dessus. Je vous remercie et suis prêt à répondre à vos questions. Je reprends le micro. Donc, comme on vous l'a dit, les questions seront en fin des différentes interventions. Et comme vous l'avez vu dans les slides qui ont été présentés par le docteur Vielle-Sage, une des pistes majeures, c'est l'éducation à la santé. Et Julia et Jean-Baptiste vont vous parler de leur expérience auprès des jeunes. Julia, Merci Coralie. Je vous propose de Jean-Baptiste. commencer.
Voilà, très bien. Et effectivement, on se partage la parole avec Julia. Bah, merci, merci à tout le monde d'être là en tout cas. Moi, d'où je parle, comme présenté par Coralie, je suis responsable prévention santé auprès des jeunes au CRIPS Île-de-France. Le CRIPS Île-de-France, on est une association de prévention qui intervient depuis à peu près 30 ans, voire un peu plus, auprès des jeunes, notamment en milieu scolaire. On voit à peu près 80 000 jeunes par an sur des sujets liés à la sexualité, mais aussi drogue, santé mentale, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous, on prône une approche positive de la prévention pour un mieux-être individuel et pour un mieux-être collectif. Ça veut dire d'abord aborder ce qui va bien chez les jeunes, leurs connaissances, leurs compétences. Vous avez peut-être entendu parler ce qu'on appelle les compétences de vie ou compétences psychosociales, donc comment on peut développer leur savoir et leur savoir-faire pour qu'ils aillent mieux, sans faire peur, sans donner de leçons, s'adresser à eux et notamment ce qui leur parle, comment ils peuvent gérer leurs émotions, gérer leurs évolutions corporelles. Et le lien, il est assez direct avec les séances qu'on fait en HPV, sur les questions HPV et qui ont lieu aujourd'hui en collège. Parce qu'avant de parler, et tout à l'heure, le docteur Vielle-Lesage parlait de désexualiser les messages autour de la prévention HPV. Bah, avant de leur parler de sexualité, on leur parle surtout de la puberté. Parce que, vous l'avez vu, la vaccination, elle est proposée en collège à des jeunes de 5e, donc environ 12 ans. Et eux, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un corps qui change, ils ont des émotions et des relations à l'autre qui sont en plein bouillonnement. Ils ont envie de rester en bonne santé et on leur parle de ça. Donc on aborde d'abord ça et après ça nous permet d'aborder les enjeux sur les cancers induits, notamment par le HPV, les questions de protection individuelle et collective. Et un des premiers retours qu'on peut faire, c'est que la plupart des élèves qu'on rencontre sur le terrain, à la fin d'une séance d'information, ils ont envie de se faire vacciner, alors que, comme je vous l'ai dit, on leur parle très peu de vaccination finalement. Alors, à quoi ça ressemble vraiment de manière très concrète? Bah, l'action principale, c'est la campagne de vaccination aujourd'hui. C'est pas ce qu'on fait nous, les associations, c'est ce qui a été organisé et lancé à la rentrée de septembre 2023 et organisé notamment par les ARS, donc le ministère de la Santé, les départements qui sont souvent responsables au niveau local de ce qui se passe dans les collèges et les rectorats, l'éducation nationale, c'est d'envoyer des équipes de vaccination. D'accord? Il y a un jour où les élèves de 5e sont ciblés, on envoie une équipe de vaccination dans l'établissement pour leur proposer. Mais il y a aussi, et c'est là où les associations notamment, mais aussi les personnels de l'éducation nationale sont impliqués, il y a des séances d'information et de sensibilisation, notamment auprès des élèves, pour les motiver, pour parler de la vaccination à leurs parents, puisque les parents reçoivent une demande d'autorisation parentale pour la vaccination. Il y a des séances auprès des professionnels de l'éducation nationale. On pense souvent aux infirmières scolaires, mais aussi tous les personnels. Ça peut être les assistants d'éducation, bien évidemment les professeurs, le personnel encadrant, pour les former et les informer sur les enjeux de cette vaccination et pourquoi c'est proposé au collège. Et puis, il y a un travail sur l'environnement, c'est-à-dire que tout ne se passe pas dans l'établissement scolaire. Il ne faut jamais oublier ça, qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont avoir ce premier contact avec la proposition de vaccination, mais ils ne sont pas forcément prêts ou les parents n'avaient pas forcément eu l'info. Et ça va se répercuter bah, à la pharmacie habituelle, chez le médecin de famille, etc., etc. Et donc, il y a un travail aussi sur l'environnement pour que l'environnement soit favorable et puisse proposer aussi cette vaccination. Il y a quand même quelques obstacles et on en rencontre. Donc, dans les premières choses qu'on peut voir, la première, c'est que ces séances dont je parle et qui sont très importantes, il n'y en a pas beaucoup. Alors, bien sûr, c'est une vaccination qui s'est mise en place vite. L'urgence, c'était d'envoyer et de mettre en place des équipes de vaccination qui puissent faire l'acte vaccinal auprès des élèves concernés. Mais il n'y a pas beaucoup de séances pour l'instant organisées et ça attend à se mettre en place. Mais voilà, il faut vraiment insister là-dessus. Et ça, je vais laisser Julia juste après revenir sur ces questions-là. Il y a un deuxième obstacle qu'on a identifié, c'est la question de la double autorisation parentale. Alors que quand je vais faire une vaccination en cabinet auprès d'un médecin, j'ai besoin d'une seule autorisation parentale. Là, il a été
décidé par le gouvernement qu'il fallait l'autorisation des deux parents. Alors sur le terrain, on se rend bien compte que souvent un parent s'engage pour l'autre parent et ça fonctionne très bien, mais il y a quand même dans les textes et dans les besoins cette double signature qui, pas parce que les parents sont contre la plupart du temps, mais juste par oubli ou pas le temps, il n'y a qu'une seule des deux signatures et du coup ça complique un peu les choses. Et le dernier obstacle que j'ai identifié, c'est une absence de communication directe et efficace qui s'adresserait aux parents. Voilà, il y a pas mal de communication qui a été faite. Les parents, souvent, ils reçoivent juste la demande d'autorisation sans trop savoir quoi qu'est-ce. Et je pense surtout aux parents qui sont les moins connectés, qui n'ont pas vu forcément les campagnes sur les réseaux sociaux ou dans l'environnement numérique de travail proposé par le collège. Et on ne parle pas forcément de parents réticents. Et bien sûr, si on implique les parents réticents, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui est fait pour eux. On peut afficher la diapo suivante pour donner juste quelques chiffres. Ça permet de se comparer aussi aux autres pays qui ont mis en place des campagnes de vaccination scolaire avant nous et de voir que notamment en Australie, mais on me dit souvent c'est très très loin, donc moi j'aime bien citer l'exemple du Portugal auquel on peut beaucoup s'identifier quand on est français puisque c'est un pays qui nous ressemble beaucoup et qui est très proche de nous. Les campagnes de vaccination scolaire et on est sur des couvertures vaccinales qui sont au-delà des 70%, donc au-delà d'une immunité collective qui commence à être intéressante. En France, où on en est aujourd'hui de cette campagne qui a été lancée, on est à peu près au niveau national à 10% des élèves vaccinés. Donc, on est déjà très loin de l'objectif volontariste, insuffisant mais volontariste des 30% prônés par le gouvernement, et on est très 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 loin de l'objectif des 70%. Et moi, il y a quelque chose que je veux pointer là-dessus, c'est les inégalités d'accès. Parce que 10%, en fait, il y a des collèges où c'est plutôt 25% et il y en a, c'est en dessous de 5%. Et il y a vraiment des endroits, moi je prends l'exemple par exemple en Île-de-France que je connais assez bien, du département de Seine-Saint-Denis, où sur 140 collèges dans le département concerné, il y en a une quarantaine, donc c'est un nombre assez important, qui ne dépasse pas ce taux de 5% d'élèves vaccinés. En quoi c'est important? C'est qu'il y a des territoires qui sont déjà défavorisés avec des quartiers politiques de la ville, des établissements qui ont besoin du réseau éducation prioritaire. Et c'est vrai dans un certain nombre de villes et d'établissements, par exemple du département que j'ai pris en exemple, où il y a des accès en santé, des accès à l'information qui sont déjà moins bons. Et on voit que la carte l'inégalité d'accès au vaccin HPV, elle colle malheureusement sur ces inégalités qu'on connaît déjà. Et pour battre en brèche une idée reçue que j'entends parfois, c'est pas parce que les parents sont plus réticents, c'est surtout un déficit d'information. Et donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Quelques explications sur ce faible taux. Il y a à prendre en compte que la campagne vaccination HPV, elle s'inscrit dans plein d'autres enjeux de santé. Et quand les parents, vous leur parlez des enjeux par rapport aux écrans, par rapport au harcèlement scolaire, la lutte contre la sédentarité qui prend beaucoup de place en ce moment, puisqu'on entend parler des JO et du sport beaucoup, des Jeux Olympiques de Paris, du coup, la vaccination HPV, elle est parfois un peu inaudible. Il y a un environnement préalable de prévention qui est assez faible, et ça encore, je pense que Julia il va y revenir, mais voilà, on n'a pas forcément une culture de prévention très très développée, notamment au milieu scolaire. N'oubliez pas qu'il y a un certain nombre d'établissements qui manquent d'infirmières scolaires, qui manquent de médecins scolaires, et ça, c'est quelque chose que moi, je revendique assez fort. Il faut vraiment faire quelque chose là-dessus. Il y a des difficultés organisationnelles, mais ça, on peut le lier plutôt à l'urgence de mettre en place la campagne et on peut parier sur le fait que déjà à la rentrée de 2024, ça va s'améliorer. Et puis, on l'entend parfois, même si c'est assez mineur, il y a des parents qui ont reçu des discours soit anti-vax, soit un peu virulents sur cette campagne. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir une forme d'influence. Après, il faut la temporiser, enfin en tout cas l'amoindrir. La plupart des parents ignorent simplement l'existence de cette vaccination ou de cette campagne et ils sont pas au courant. Et quand nous, on les rencontre sur le terrain, ils sont plutôt favorables. Donc ça, c'est les bons espoirs qui m'amènent à un peu une conclusion sur cette partie-là, c'est qu'il y a des facteurs d'espoir. On est un certain nombre d'associations impliquées sur ces enjeux et sur cette vaccination et sur la promotion
de ces enjeux-là. Mais on n'est pas seul. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les rectorats, l'éducation nationale s'est impliqué. Notre partenaire majeur, c'est dans les établissements, c'est les infirmières scolaires. Et moi, je leur tire à chaque fois que j'ai l'occasion mon chapeau parce qu'elles se démènent et c'est les premières avocates d'une bonne prévention au sens large et de la santé de nos enfants au sens large. Il y a des actions d'aide au remplissage des autorisations parentales, des simplifications qui sont en train d'être mises en place et ça aussi, c'est une bonne chose. Les élèves, eux, quand on leur parle de leur santé, ils sont plutôt bien investis, ils le reçoivent favorablement. Et les professeurs se saisissent aussi des questions, notamment les professeurs de SVT, qui sont plutôt impliqués et qui arrivent à faire des liens avec leurs cours sur l'immunité, sur la biologie, etc. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc, inspirons-nous des pays qui ont fait mieux que nous, en tout cas avant nous. On a des modèles positifs. C'est quelque chose que j'avais dit à l'occasion de la dernière, enfin de la conférence de presse qu'on avait fait l'année dernière au lancement du collectif. Euh, Quand la campagne avait été annoncée, il allait falloir faire attention à ce que l'incitation, elle repose pas que sur la bonne volonté des personnes, mais vraiment sur le fait que le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, tout le monde se mette dans la même mouvance. Ça a été fait au niveau régional. Après, voilà, il y a encore des choses qui manquent. Je pense qu'on peut atteindre ces objectifs. Faut pas oublier que la chaîne est longue entre le moment où on propose la vaccination à un élève, enfin, où on lui en parle, le moment où on lui en propose, et parfois la vaccination peut se faire en ville et pas à l'école. L'intérêt de cette campagne, c'est qu'on a raccourci ce délai-là, qu'entre le moment où on lui en parle et le moment où on lui propose, en général, il se passe 1 ou 2 semaines, et donc du coup, il peut y avoir cette discussion en famille, la réflexion et la proposition. Je dirais juste en propos de conclusion, et je passe la parole à Julia pour pas monopoliser la parole. Et c'est un truc que je disais juste avant. Faut pas oublier que la médecine scolaire, c'est une vraie médecine. C'est une médecine préventive, c'est une médecine universaliste qui touche tout le monde. Je parlais des inégalités d'accès, c'est hyper important. Elle est accessible, elle est bienveillante. On a des personnes sur le terrain qui veulent bien faire, qui veulent le bien-être de tous ces enfants, des infirmières scolaires qui se démènent, et que le mieux qu'on puisse faire, c'est les soutenir et tout faire pour que cette campagne se passe bien parce que c'est assez pivot et que demain, bah, on est très content que un trouble, un défaut de vision, etc., ait été dépisté par la médecine scolaire. Ça arrive très très souvent en école primaire. Et bah, c'est pareil, il ne faut pas oublier que le rôle de la médecine préventive et de la médecine scolaire est très importante aussi au collège. Et je pense qu'on a une occasion immanquable grâce à cette campagne HPV. Voilà, Julia, je te laisse la parole. Ouais, merci Jean-Baptiste. Donc, je vais enchaîner sur les séances d'éducation à la sexualité, justement. Donc, Jean-Baptiste en a parlé rapidement, qui sont un levier pour sensibiliser les enfants et les ados à la prévention des HPV. Mais qu'est-ce que c'est ces séances à l'éducation à la sexualité? En fait, tout d'abord, on peut rappeler la loi du 4 juillet 2001 qui prévoit que tous les élèves doivent bénéficier d'une éducation à la sexualité tout au long de leur scolarité, donc à savoir du CP à la terminale, à raison d'au moins 3 séances annuelles. Ce qui ferait, selon la durée de la scolarité des élèves, on devrait arriver normalement à un nombre entre 27 et 36 séances au total. Donc, ce qu'on dit, de nombreuses occasions d'évoquer les risques liés au HPV. Mais cette éducation à la sexualité également est cruciale puisque donc, elle comprend la lutte contre les IST, dont les HPV, mais également la promotion de la santé sexuelle et reproductive, le consentement, la lutte contre les violences de genre, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et bien sûr celle contre les discriminations, notamment LGBTQI-phobes. Suivante. Malheureusement, on peut voir, et on l'a dit, nous sommes très loin du compte. Seulement une minorité d'élèves bénéficient de l'ensemble de ces séances. Une enquête donc, qui a été diffusée l'année dernière, donc au mois de mars, est réalisée par le planning familial, SIDAction et SOS Homophobie, montre que seulement 15% des jeunes interrogés déclarent avoir bénéficié de plus de 6 séances d'éducation sexuelle dans toute leur scolarité. 17% n'en ont jamais reçu. Et pourtant, 79% trouvent que l'éducation à la sexualité à l'école complète celle apportée par les parents et 84% trouvent que le nombre de séances d'éducation à la sexualité à l'école n'est pas suffisant aujourd'hui. C'est pour ça, pour le collectif, il devient urgent
de défendre ces 3 séances annuelles, donc on l'a dit. Jean-Baptiste en parlait, il devient également urgent de renforcer la formation du personnel de l'éducation nationale et de renforcer la médecine scolaire, qui a un rôle très important dans cette mobilisation d'éducation à la sexualité. On a appris également que le gouvernement travaille actuellement sur ce premier programme scolaire autour de la vie affective et sexuelle. Donc, on sera très attentif au collectif sur ce premier programme et nous espérons donc que ce programme devrait être mis à jour à la rentrée 2024 et que ce sera bien le cas. Je vous remercie. Merci beaucoup Julia et Jean-Baptiste donc pour ces présentations bien complètes et investies de ces points qui sont absolument essentiels pour le collectif et de ces propositions qui peuvent vraiment aider à améliorer les taux très insuffisants qui sont ceux de la France pour l'instant. Et maintenant, on va passer au docteur Gwenaël Ferron qui, lui, dans sa pratique quotidienne, voit les conséquences de l'HPV sur les femmes et il va pouvoir aussi nous donner son retour sur l'importance, comme l'a dit le docteur Vielle-Sage, de vacciner au maximum les 11-26 ans et jusqu'à 26 ans, quel que soit leur genre. Gwenaël, c'est à toi. Merci Coralie, merci de l'invitation au collectif. Euh, donc, je pense qu'il faut que je me présente un petit peu. Je suis Gwenaël Ferrand, donc je suis chirurgien oncologue dans un institut de lutte contre le cancer, avec une spécialité qui est reconnue internationalement. Je fais de la chirurgie de rattrapage sur les cancers du col, avec des chirurgies extrêmement mutilantes. Et on a beau développer plein de techniques de reconstruction pour que les patientes aient une qualité de vie correcte. Voilà, j'avais eu un espoir il y a 15 ans quand le vaccin est arrivé. Je me suis dit, dans 15 ans, je ne ferai plus de cette chirurgie. Je serai débarrassé de cette chirurgie mutilante et ma vie va changer. Et malheureusement, 15 ans après, on est encore dans cette situation-là. Et pour accentuer un petit peu ce propos, il y a 15 jours, j'ai vu une femme enceinte de 26 ans avec un cancer du col. Et on a débuté hier sa chimiothérapie, à la fois pour sauver son gamin, d'accord, pour ne pas faire une interruption de grossesse, et que cette jeune femme, à 26 ans, elle aurait dû être vaccinée. Et elle aurait pu passer une grossesse tranquille plutôt que d'avoir une chimiothérapie, d'exposer son enfant à une chimiothérapie in utero pour un cancer qui aurait pu être prévenu. Parce que vous avez bien compris que là, on parle de prévention d'un cancer, hein. On n'est pas du tout en train de parler de sexualité. Comme l'a dit Laure tout à l'heure dans son témoignage, comme le mettent en avant toutes les associations de patients qui sont là aujourd'hui, les traitements qu'on fait de ces cancers sont extrêmement mutilants, mais il ne faut pas oublier également tous les états précancéreux. Un gamin de 18 ans qui commence sa vie sexuelle avec des condylomes, c'est une catastrophe pour sa vie sexuelle future. Et ça, malheureusement, dans les études, on parle que du cancer, mais il y a aussi toutes ces formes dont François a parlé tout à l'heure, hein, ces 30 000, 35 000 traitements pour des dysplasies du col utérin qui détruisent la vie sexuelle de ces patients et avec un impact psychologique qui est vraiment majeur. J'aime bien citer Sabrina de l'association Corasso, hein, qui dit toujours qu'en France, on a pris un retard abyssal. Et je pense que l'adjectif est vraiment, vraiment bien posé parce qu'on est dans une situation catastrophique. On est le seul pays au monde, et je pense qu'on peut le publier partout, ça, qui a sexualisé un vaccin. C'est le seul, hein. Tous les autres pays ont fait un vaccin contre le cancer. En France, il a fallu sexualiser ce vaccin, ce qui a abouti à une catastrophe. Faut pas oublier, si on revient à l'HPV, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, on peut être contaminé par sa maman lors de l'accouchement, on peut être contaminé sur une cuvette de toilette, d'accord? Et j'aime bien rappeler, c'est pour faire sourire Coralie, hein, il y a quelques mois, j'ai traité une sœur dominicaine vierge d'un cancer du col, d'accord? Et je peux vous assurer qu'elle n'avait jamais eu de rapport sexuel, même dans des contextes qui sont parfois dans les journaux, hein, d'accord? Elle a vraiment, elle était vierge et elle avait quand même un cancer du col, comme quoi l'HPV n'est pas un cancer exclusivement sexuel. Ce retard abyssal, malheureusement, il faut le payer encore plus à cause des polémiques qu'il y a eu, des polémiques délirantes sur la vaccination Covid, et on voit que, il y a eu un coup de frein supplémentaire. Et ce coup de frein supplémentaire aboutit à ce que, à l'heure d'aujourd'hui, en France, il y ait 4 millions de jeunes qui sont entre 20 et 26 ans, qui vraiment
une génération sacrifiée, et ce qui est inadmissible. Inadmissible à l'heure d'aujourd'hui. Alors, on peut parler de génération sacrifiée sur plein de choses, mais sur un vaccin qui empêche d'avoir un cancer, c'est hallucinant. Alors, il y a une urgence à étendre la vaccination et à avoir le remboursement jusqu'à 26 ans. Et alors, comme a dit Jean-Baptiste tout à l'heure, il faut toujours aller regarder également sur les pays qui sont limitrophes. Moi, je suis à Toulouse, juste de l'autre côté des Pyrénées, 80 km à vol d'oiseau. Il y a l'Espagne. Alors vous savez qu'en Espagne, il y a 17 systèmes de sécurité sociale, puisqu'il y a 17 États. Et en fait, il y a des États qui remboursent entre 20 et 26 ans, d'autres qui ne remboursent pas. Et on voit l'impact que ça a dans les États dans lesquels la vaccination entre 20 et 26 ans est remboursée. Donc on parle de la population qui n'a pas été vaccinée avant, donc le rattrapage entre 20 et 26 ans, 76% des gens se font vacciner, contre 35% dans les États où ce n'est pas remboursé. D'accord? Donc il faut vraiment insister, c'est à la fois sur l'extension de l'indication et le remboursement. Il y a une réelle inégalité. Alors moi j'aime bien dire le cancer HPV en grande partie, en particulier dans le cancer du col, les cancers ORL, c'est le cancer du pauvre, d'accord? Et on peut le dire, le redire. Jean-Baptiste a cité la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de France, hormis Mayotte, d'accord? Il ne faut pas oublier que quand vous avez un enfant qui vient d'une catégorie socio-professionnelle plus, d'accord, il a 4 fois plus de chances d'être vacciné. D'accord? Donc, il y a un vrai impact de la catégorie socio-professionnelle. Et en plus, vous savez que le remboursement actuellement a fait une vraie discrimination, une discrimination liée à la sexualité, puisque à l'heure d'aujourd'hui, une vaccination entre 20 et 26 ans est remboursée chez le garçon homosexuel. D'accord? Donc, il y a une discrimination liée au sexe et une discrimination liée à la sexualité, ce qui normalement est interdit dans la loi française. Alors, on pourrait dire, parce que vous avez tous entendu qu'il fallait, il y a 15 ans, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, les mauvais messages qui ont été transmis en France, que c'est un vaccin à faire avant les premiers rapports sexuels, ce qui est délirant. On a abouti à ce message, si on a eu des rapports sexuels, ça ne marche pas. Alors, que donne cette vaccination entre 20 et 26 ans? Et alors, on a la chance d'avoir les Scandinaves. Les Scandinaves ont toujours, quelle que soit la pathologie, en particulier en cancérologie, mais dans tous les domaines, ont des suivis de patients, de cohortes de patients qui sont reconnus mondialement pour leur fiabilité. Et dans l'étude qu'a citée François tout à l'heure, l'étude suédoise, ils ont regardé quelle était la réduction du risque de cancer du col. Là, on va s'orienter sur la population féminine. Donc, 1 600 000 femmes qui ont été vaccinées entre 20 et 26 ans, 20-30 ans, puisque chez eux, ils vont jusqu'à 20-30 ans. Et on a une réduction de 62% du nombre de cancers du col. D'accord? Et donc ça, c'est un élément important. Deuxième chose, il y a une étude écossaise. Cette étude écossaise est relativement intéressante, sur laquelle ils ont regardé également l'âge. Dans les cancers apparus en Écosse, le cancer du col apparu en Écosse depuis les dernières années, aucun patient n'a présenté un cancer du col s'il a été vacciné. D'accord? Et ça, c'est un élément majeur. En particulier, si elle a été vaccinée tôt, comme l'a dit François, plus tôt c'est fait, mieux c'est, mais il ne faut pas sacrifier ces 4 millions de jeunes qui restent. Alors, je vous disais que moi, je rêvais de ne plus voir ces cancers. Je travaillerai en Australie, et ben, ce serait ma vie, d'accord? Ah oui, pardon, c'était ça l'étude de tout à l'heure, pardon. En Australie, vous avez vu, François vous a montré qu'ils ont eu une campagne vaccinale extrêmement active, tellement active qu'ils ont considéré qu'en 2028, ils auront éradiqué le cancer du col. D'accord? Eh bien, qui dit cancer du col veut dire également, dans les années qui viennent, le cancer du canal anal, le cancer du pénis, qui est rare, mais dont la prise en charge est extrêmement mutilante, les cancers ORL HPV induits, et dont François vous a montré que c'est la pleine explosion à l'heure d'aujourd'hui des cancers ORL HPV induits. D'accord? Et donc, l'Australie, qui a fait une campagne hallucinante il y a maintenant 15-18 ans, a éradiqué un cancer. D'accord? Et dans un pays qui se targue d'avoir un des meilleurs systèmes de santé au monde, de considérer qu'on peut continuer à faire des présentations partout pour des vaccins thérapeutiques, pour les patients qui ont des métastases et sur lesquels on fait gagner quelques mois de survie, alors qu'on a une prévention avec un vaccin, c'est assez hallucinant.
Dernière chose, on peut également utiliser le vaccin en rattrapage, hein, et on va repasser de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne. On a montré que quelqu'un qui a eu, c'est pour dire que ces vaccins marchent même si on a eu des rapports sexuels, quelqu'un qui a eu un premier épisode d'une maladie HPV, un condylome, une dysplasie du col, une dysplasie anale, si on vaccine cette personne par la suite, quel que soit son âge, on a 4,5 fois moins de récidives. D'accord? Et donc, c'est vraiment que ces vaccins marchent, quel que soit le moment où on le fait dans la vie. Bien sûr, plus tôt on le fait, mieux c'est. Mais on peut même le faire quand des gens ont déjà eu une maladie HPV. Donc, il y a une urgence. Il y a une urgence. Alors, comme l'a dit Suzette Delaloge l'autre jour sur France Inter, hein, qui refusera un vaccin contre le cancer du sein? Refuserait un vaccin contre le cancer du côlon? Je vois mal comment on pourrait, à l'heure d'aujourd'hui, encore accepter d'avoir des traitements mutilants chez des gens avec une prévention aussi simple que le cancer. Voilà, merci. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Je vais laisser la parole à Jean-Baptiste pour conclure cette conférence de presse et puis après, n'hésitez pas à poser vos questions. Oui, je me permets quelques mots de conclusion. Comme on l'a vu, on peut s'inspirer des bons résultats des autres pays et on n'est pas forcément dans le noir. Donc voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une génération 15-25 ans qui vivra sans cancer induit. Mais pour ça, il faut faire comme l'Australie, le Portugal ou d'autres pays qui ont réussi à conduire de larges campagnes. Une erreur qu'on a fait, qu'on a vue, c'était de sexualiser le vaccin et peut-être de laisser des fausses informations se répandre. On peut envoyer le mauvais message parfois avec de bonnes intentions. Aujourd'hui, l'intention vaccinale, c'est dès 11 ans. On n'est pas obligé de parler de sexualité à 11 ans, et c'est pas la recommandation. Et finalement, c'est plutôt bien accepté quand on le fait comme ça. Euh, on l'a dit tout à l'heure, notamment avec Julia, mais on voit qu'il y a un impact très positif de la prévention et de l'éducation à long terme. Et c'est mieux que des interventions thérapeutiques. C'est plus efficace et plus pertinent. Donc, pourquoi ne pas vouloir ça? Et puis, dernière chose, et je pense que c'est un message assez majeur, on a pris un peu de retard et on n'a pas le droit de sacrifier une génération. Ceux qui ont entre 20 et 26 ans aujourd'hui, qui n'ont pas eu accès ou pas suffisamment en tout cas à ce vaccin, pour certaines jeunes femmes, enfin un nombre important et quasiment tous les jeunes hommes. Donc aujourd'hui, collons au calendrier vaccinal, il existe, et puis rattrapons ceux qu'on peut encore rattraper. Alors, un petit complément, je rappelle que depuis le 17 novembre dernier, les professionnels de santé, pharmaciens, sages-femmes et infirmiers peuvent vacciner. Donc, toute cette génération qui peut-être va moins chez le médecin, hein, des adolescents et des jeunes adultes, peuvent s'adresser à leur pharmacien, qui est un professionnel de santé de confiance et de proximité, et il pourra les vacciner. Donc, l'idée, c'est utilisons tous les moyens à notre disposition. Dès 11 ans, avec le rappel de vaccination, pédiatre, médecin de famille, la vaccination au collège et puis jusqu'à 26 ans, vaccination par les médecins, par les professionnels de santé et par les pharmaciens. Comme vous l'avez entendu, il y a toute une génération à sauver de ces maladies invalidantes. Donc, prenons les moyens tous ensemble pour le faire. Merci à tous et puis je vous laisse poser vos questions. Alors, par le chat ou en levant la main. Ah, on a une question. Brigitte Blond, vous m'entendez, hein? Oui, 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 on t'entend. Est-ce utile de vacciner si déjà condylome, par exemple, puisqu'il n'y a pas que des maladies HPV à condylome et que l'on peut attraper d'autres HPV au fil des ans? Je peux vous répondre si vous voulez. Oui, alors ça, on a l'exemple, on a deux exemples, hein. Il y a les études futures 1 et 2, hein, qui ont montré que effectivement, si on vaccinait après un premier contact HPV, donc on peut le voir soit en faisant ce qu'on appelle des tests PCR, soit avec des sérologies, on avait une très très forte diminution du risque d'apparition d'une deuxième maladie HPV. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, les études espagnoles, alors qui sont
certes un peu plus modeste en nombre de patients, hein, mais qui montre très très bien que le fait d'avoir eu donc, cette première maladie HPV qui est le condylome, puisque le condylome, la plupart du temps, est la primo-infection à HPV, on pouvait de façon de réduire de façon extrêmement importante, hein, 4,5 fois moins d'épisodes HPV futurs en faisant cette vaccination de rattrapage. Merci Gwenaëlle. Avec Imagine, on est en contact avec un certain nombre d'oncologues qui, quand les femmes arrivent, les dames arrivent avec des lésions précancéreuses ou cancéreuses, vaccinent systématiquement pour prévenir justement d'autres souches et donc éventuellement d'autres cancers. D'autres questions? Emmanuel, est-ce que tu Oui, vois des Coralie. choses? Ouais, j'ai une autre question plus générale. S'il y avait une seule mesure à prendre d'urgence, laquelle serait-elle? Tadam. Alors, il y a une mesure dont on a parlé beaucoup l'année dernière et que le collectif porte. Alors, on est tous d'accord et toutes les études le montrent, l'obligation vaccinale ne fonctionne pas et le collectif ne demande pas l'obligation vaccinale de l'HPV, mais il y a le consentement présumé. Le consentement présumé est utilisé par exemple dans les dons d'organes, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une opposition, le jeune peut être vacciné. Donc ça pourrait fonctionner au collège parce que comme vous l'avez entendu et Jean-Baptiste l'a mis en avant, cette obligation d'avoir l'accord des deux parents, on le sait, quand on a été parent de jeunes, on est pris par beaucoup de choses et on peut oublier de signer le cahier de correspondance et le consentement présumé permettrait de vacciner plus de jeunes. Évidemment, si les parents s'opposent à cette vaccination, le jeune ne sera pas vacciné. Mais on mettrait la charge de la preuve de l'autre côté et le parent peut s'opposer à la vaccination, mais par défaut, son jeune sera protégé et sera protégé de toutes les maladies dont on vient de vous parler. Donc, c'est vraiment une des pistes qui pourrait favoriser la vaccination au collège. Une question de Sophie Duméry. Pardon, elle est remontée. Vous avez signalé que dans 10% des cas, la vaccination n'est pas proposée par le médecin. Peut-on les cibler plus précisément et les étudiants en profession de santé du fait de leur influence présente et ultérieure? Alors, François, peut-être. Oui, alors je ne sais pas ce que vous voulez dire par les ciblés, hein, on ne va pas dénoncer des noms. C'est vrai qu'il y a des médecins qui font des faux certificats de vaccination. Eux vont être condamnés par le Conseil de l'ordre si on en arrive à en faire la preuve. Et le reste, c'est vrai qu'on a beaucoup de médecins à pratique parallèle, on va dire, genre naturopathes, etc., qui sont plutôt anti-vax. Les homéopathes avaient réputation d'être anti-vax, mais c'est pas l'objectif de l'homéopathie en général, hein. C'est certains médecins qui font de l'homéopathie, c'est pas pareil. En tout cas, ça reste assez faible. Globalement, des médecins anti-vax, ça dépasse pas 4-5% de l'ensemble des médecins, voire moins. Certaines études montrent même 0,5%, mais c'est difficile à établir. Et là, dans cette étude-là, c'était 6% effectivement de médecins qui l'avaient déconseillé. Il y a une grande partie d'ailleurs qui le font par manque d'information. Parce que le médecin généraliste en particulier a beaucoup de sujets à traiter, beaucoup de recommandations à assumer, et il n'a pas toujours le temps de s'occuper de tout. Et donc, il y a des médecins, par exemple, qui font de la gériatrie, l'HPV, ils n'en ont pas beaucoup entendu parler. Et c'est souvent parce qu'ils attendent et qu'ils n'ont pas finalement plus d'informations que le grand public. Il faut avoir la volonté d'y aller. Et ça, c'est un problème. Il y a aussi un problème d'éducation, de formation pendant à l'université. Il faut savoir que on avait fait une enquête avec la DGS il y a quelques années où on avait demandé à toutes les universités de France combien d'heures étaient là pour apprendre la vaccinologie aux étudiants. Et on était entre 3 et 5 heures sur l'ensemble du cursus médical. C'est effroyable. Depuis, ça s'est un peu amélioré, mais pas tant que ça. Donc, il y a une
mauvaise formation des médecins, et je ne parle pas encore plus pour ces professionnels de santé comme les sages-femmes, les infirmières et les pharmaciens, qui c'est très bien qu'ils vaccinent, mais au niveau formation, même si on leur demande d'avoir au moins 5h30 de formation, eh ben, ils sont loin de l'avoir tous. Et là, il y a un rôle des universitaires qui est essentiel. Oui, Sophie Pardonnez-moi. Dupéry, oui, Oui. on vous écoute. Pardonnez-moi, je voulais dire par là que il n'y a pas que le domaine magistral où on apprend les choses, d'autant qu'en général, on peut être réticent à écouter, on est blasé ou on pense à autre chose. Je pense à l'information circonférentielle autour des gens qui sont dans leur famille et auprès de leurs proches considérés comme sachant mieux ou plus, et donc ils ont un pouvoir d'influence qui n'est pas négligeable au quotidien. Il n'y a pas que les voix gouvernementales, les campagnes officielles. La vraie influence, elle se situe dans le périmètre des intimes. Et donc, il est important qu'il y ait dès l'enfance par les parents, par l probablement aussi beaucoup par l'école, parce que les enseignants ont quand même de l'influence sur les élèves, qu'il y ait une conception plus large du fait que les vaccins sont sur le plan collectif évidemment, mais aussi individuel, une véritable révolution. Oui, Donc, d'autant que dans le domaine de l'intime que vous décrivez très bien, sont rentrés les réseaux en plus, qui sont dans l'intime maintenant, hein, et qui transmettent des messages négatifs. Hein. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages chez Imagine où un certain nombre de médecins et de professionnels de santé sont restés sur des données qui datent de plusieurs années et qui sexualisent particulièrement le vaccin et qui considèrent que dans certains cas, il n'y aura aucun moyen d'attraper l'HPV. On rappelle que l'HPV concerne tout le monde, comme ça a été dit à la fois par le docteur Viellesage et le docteur Gwenaël Ferron. Et c'est pourquoi la vaccination est la seule vraie prévention contre les conséquences de l'HPV. Encore une question, pardon. Hop, Ouais. j'ai encore une question dans le chat. Y a-t-il une volonté ou une démarche scientifique ou médicale pour vacciner au-delà de 30 ans? Alors, nous, on sait au niveau d'Imagine que au Canada et aux États-Unis, on vaccine jusqu'à 45 ans. En tout cas, c'est proposé jusqu'à 45 ans. Et nous savons aussi qu'il y a un certain nombre d'études qui sont en cours, d'études scientifiques qui justement envisagent une vaccination des adultes. Pour l'instant, les données scientifiques n'ont pas été publiées et un des points du collectif important, c'est que nous nous appuyons que sur des données scientifiques fiables et prouvées. Et pour l'instant, il n'y a pas de publication et de préconisation scientifique et médicale en ce sens. Gwenaël en a parlé tout à l'heure. Il y a des publications quand même sur l'effet sur les femmes déjà porteuses d'HPV jusqu'à 45 ans, si le CDC américain l'a autorisé, pas recommandé mais autorisé. C'est pas par hasard, il y a plein d'études et en particulier le Collège national des gynécos est très favorable aussi à la vaccination après 26 ans. Et moi, je suis pédiatre, c'est pas mon domaine, mais je crois que Gwenaël, je sais pas s'il est peut-être plus là, mais l'a confirmé. On a de plus en plus d'études qui vont dans le même sens avec une diminution des rechutes et une efficacité du vaccin qui n'a rien à voir avec ce qu'elle est avant 17 ans, mais qui reste quand même très intéressante. Mais la recommandation pour l'instant, c'est 26 ans. Oui, Pardon. Gwenaël Ferron a dû nous quitter parce qu'il a un congrès qui vient de démarrer, mais on peut encore continuer à échanger. Je crois qu'il y a d'autres questions, Encore une Emmanuel. question, oui, une injection, une seule, j'imagine, ou la première, une seule injection pourrait-elle suffire? Alors là, les données sont claires et je pense que ça fait référence à la recommandation de l'OMS qui est de faire une injection à toutes les femmes. On n'est pas dans le... Alors c'est sûr qu'un seul vaccin est déjà, une seule dose est déjà très efficace. Pas aussi efficace que deux, à 6 mois d'intervalle, mais très efficace. Et l'objectif de l'OMS, c'est de lutter contre ce cancer qui est le 3e cancer de la femme sur la planète. Pour nous, c'est le 6e, je crois, ou un truc comme ça, mais sur la planète, c'est un vrai problème, encore plus qu'en France, et en particulier dans les populations défavorisées, les pays qui ont de mauvais accès aux soins, les pays qui n'ont pas l'argent pour payer HPV. Donc, ils préfèrent pousser à ce que des millions et des millions de femmes aient au moins une dose, plutôt que d'avoir une vaccination qui protège de manière optimum, comme nous, on cherche
en France et dans les pays occidentaux. On n'est pas dans la même, on n'est pas dans la même cour. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire 2 injections. 3, d'ailleurs, on est en train de discuter. Il est possible qu'on passe à 2 injections pour tout le monde parce qu'on a déjà de très, très bons résultats. Même chez les 20-26 ans, où il semble que l'immunogénicité de 2 doses à 6 mois soit aussi bonne que le protocole à 2+1. Mais on n'en est pas encore là. C'est une première étude. C'est que de l'immunogénicité, c'est-à-dire des taux d'anticorps. On n'a pas encore d'efficacité clinique réelle. Donc, on est prudent. Mais les données vont toutes dans ce sens-là, que finalement, c'est un vaccin qui est encore plus efficace que ce qu'on espère au départ, quel que soit le nombre de doses. Et qu'une dose, c'est déjà mieux que rien, largement. Mais ça ne va pas être notre objectif en France. Je crois qu'il faut rester sur les 2 doses à 6 mois d'intervalle. Merci. Ouais, merci. Eh bien, merci de nous avoir suivis au cours de cette conférence de presse. On a essayé d'aborder les différentes propositions qu'on pouvait avoir pour faire mieux, pour protéger toutes ces populations futures de ces maladies liées au papillomavirus, parce que comme vous l'avez entendu, il y a les cancers, mais il y en a aussi beaucoup d'autres, et surtout toutes les conséquences des lésions précancéreuses. Donc, on espère avoir répondu à vos questions et puis vous n'hésitez pas à contacter par mail presse@demain-sans-hpv.org si vous avez d'autres questions et nous n'hésiterons pas à vous répondre. Et un grand merci au docteur Viellesage et au docteur Ferron de nous avoir accompagnés au cours de cette conférence de presse et puis aussi à l'agence Loma Communication qui est toujours un soutien du collectif depuis le premier jour et qui nous permet de faire passer au mieux les messages du collectif. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Au revoir, merci. Mhm.